pensais que Olivier allait le faire. Donc Jean-Marie Solichon, directeur du jardin exotique de Monaco. Enfin, oui, directeur honoraire, c'est-à-dire que je suis plus en fonction depuis près d'un an maintenant. Je vais vous parler ce soir des changements climatiques et un tout petit peu de développement durable. Alors je précise tout de suite deux choses. La première, c'est que je ne suis pas climato-sceptique, malgré le côté un peu amusant de la diapo d'introduction. La deuxième, c'est que la climatologie n'est pas du tout mon domaine d'expertise. La présentation que je vais vous proposer ce soir a été réalisée il y a plusieurs années maintenant, à la demande de la direction de l'éducation nationale de la Principauté de Monaco pour l'information et la formation des maîtres des classes de CM1 qui venaient en atelier pédagogique sur la botanique chaque année au jardin exotique de Monaco. Alors cette présentation sera composée de plusieurs parties. Je vais commencer par spécifier quelles sont mes sources. Je ferai une brève introduction sur les bases scientifiques qui régissent le domaine de la climatologie. Très rapidement aussi, je vais présenter les principaux climats. On abordera évidemment la question des changements climatiques. Et pour finir, je parlerai là aussi relativement brièvement de développement durable et de l'intérêt que peuvent présenter les plantes succulentes dans ce domaine. Alors, mes sources. Moi, je ne suis pas climato-sceptique, mais certains bien placés le sont. Les données que je vous présente aujourd'hui ne sont pas inventées, elles ne sont pas picorées à droite ou à gauche sur Internet. Elles émanent d'un groupement d'études sur le climat qui est une branche, un sous-ensemble des Nations Unies. Donc chacun peut aller vérifier et suivre l'évolution de ces informations sur le site internet de ce groupement qui s'appelle le GIEC, G-I-E-C, sur le site des Nations Unies en plusieurs langues. Alors les bases scientifiques, que peut-on rappeler à propos de la climatologie? Tout d'abord que ce n'est pas un domaine scientifique classique où l'on émet des hypothèses et où on les vérifie par l'expérience. Là, bien entendu, c'est tout à fait impossible. On utilise en fait la modélisation des données. Ça veut dire qu'on on compile un certain nombre d'informations et sur la base de ces informations, on essaye de définir des modèles, c'est-à-dire des comportements potentiels du climat. Bien entendu, au plus on dispose de données et au plus les modèles mathématiques sont évolués et au plus les modèles sont fiables. Il m'a paru intéressant aussi de replacer la climatologie sous une perspective historique. Je commencerai par dire que le thermomètre n'a été inventé qu'au début du XVIIe siècle, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça. C'est en Italie, à la fin du XVIIe siècle, justement, qu'on commence à connaître un premier réseau de relevés systématiques de température à travers le pays. Et c'est seulement vers la fin du XIXe siècle que dans la plupart des régions habitées, on dispose d'un réseau complet qui relève les données météorologiques. Donc ces fameuses informations sur la base desquelles sont créés, calculés les modèles climatologiques. Je voudrais signaler aussi que c'est à la fin pratiquement du XIXe siècle que l'on rencontre l'évocation des premières inquiétudes sur l'augmentation de la température moyenne de la Terre et que dès 1938, un certain nombre de données ont été publiées sur des données de température
hein, ont été publiées spécifiquement pour évaluer l'impact du CO2 sur le climat. Donc ça n'est pas là non plus quelque chose d'extrêmement récent. Bon, à contrario, il faut citer que, bien sûr, on n'a pas toujours eu les mêmes idées sur les évolutions climatiques et que, au milieu des années 1970, on a pu enregistrer certaines publications qui mentionnaient une inquiétude quant à la baisse des températures, au refroidissement climatique, donc à cette époque-là. On peut replacer également cette étude de la climatologie sous une perspective historique extrêmement lointaine. On sait qu'il a fait plus chaud au tertiaire, c'est-à-dire entre moins 65 et il y a 2,6 millions d'années, que globalement il a fait plus froid avec des périodes interglaciaires au quaternaire, c'est-à-dire depuis 2,6 millions d'années et jusqu'à maintenant. On observe des variations climatiques anciennes, à la fois lentes, c'est-à-dire en termes de milliers d'années, mais aussi des changements beaucoup plus abrupts. Les changements abrupts ou rapides sont ceux qui se produisent pendant quelques dizaines d'années, pendant quelques décades. Je pense qu'on peut aussi évoquer rapidement les facteurs qui déterminent les climats de la Terre. Hein. C'est un système qui est très complexe et interactif, dans lequel interviennent les radiations solaires, la présence de l'atmosphère qui entoure la Terre, l'état de la surface du sol, qu'il soit couvert ou non de végétation, qu'il soit couvert de neige, de glace ou pas du tout, la présence d'océans et d'autres étendues liquides comme les grands lacs, et bien sûr la présence d'organismes vivants qui respirent, qui transpirent et qui rejettent. Je vais m'arrêter quelques instants sur deux facteurs importants qui sont à la base des changements climatiques les plus récents. Il s'agit de la problématique de la couche d'ozone et de la problématique des gaz à effet de serre. Pourquoi s'intéresser à cela? Bon, d'abord parce que ce sont deux phénomènes qui sont très importants, mais aussi parce que souvent le grand public fait un certain amalgame entre ces deux éléments qui certes concourent au même résultat, mais sont des fonctions tout à fait différentes. Alors je vous ai fait un schéma sur lequel la crêpe qui est tout en bas, c'est la surface terrestre, et la grande flèche rouge qui est ici, c'est l'énergie solaire qui nous est donc envoyée par le Soleil. Sur son trajet en direction de la Terre, l'énergie solaire rencontre une enveloppe de gaz qui entoure la Terre, qui s'appelle l'atmosphère. Cette enveloppe de gaz joue le rôle de filtre, et elle va renvoyer une partie de l'énergie solaire en direction de là où elle vient, et va en laisser filtrer une autre partie. Donc vous avez une énergie solaire, vous avez une partie qui passe et une partie qui est rejetée. Un des gaz principaux de l'atmosphère, c'est l'ozone, et cet ozone est de plus en plus dégradé, et la couche d'ozone est de plus en plus amincie. Et donc le rôle de filtre de l'atmosphère, eh bien, il diminue progressivement. Le filtre est moins fort, et donc il y a de plus en plus d'énergie, de plus en plus de chaleur qui nous arrive. Autre phénomène, celui des gaz à effet de serre. L'énergie solaire qui est envoyée vers la Terre, il y en a une partie qui est dissipée, qui repart naturellement là d'où elle vient. Et en repartant, eh bien, elle rencontre un autre filtre qui est composé donc d'une enveloppe de gaz dit à effet de serre. Il s'agit principalement du CO2. Ces gaz à effet de serre, je vous l'ai dit, c'est un filtre. Il y a une partie qui passe
mais il y a une partie qui est renvoyée en direction de la Terre. Donc plus il y a de gaz à effet de serre, plus la partie d'énergie qui est renvoyée vers la Terre est importante, et donc plus il fait chaud. On a donc deux phénomènes très différents, le phénomène de l'affaiblissement de la couche d'ozone, le phénomène de l'augmentation des gaz à effet de serre. Deux phénomènes différents, je l'ai dit, qui concourent au même résultat, qui est une augmentation de la température sur Terre. Je vous ai dit qu'on allait parler des principaux climats, on va le faire de façon assez rapide. Les climats sont définis par la moyenne des températures, le total annuel des précipitations, et aussi et surtout par leur variation saisonnière sur une période de temps définie. Alors sur ce planisphère, vous avez les températures. Le rose, c'est là où il fait chaud, et puis les couleurs orange, jaune et bleu, c'est les températures annuelles plus faibles. Donc vous voyez qu'il fait plus chaud de part et d'autre de l'équateur, parce que le soleil y arrive de façon directe, et les rayons solaires sont tout à fait rectilignes sur cette partie. Ici, c'est les précipitations. Donc là aussi, autour de l'équateur, c'est là où les précipitations sont les plus importantes, jusqu'à l'intérieur des tropiques. Et de part et d'autre des tropiques, c'est là qu'on va rencontrer les endroits où les précipitations sont les plus faibles. Et ensuite, en remontant vers les pôles, on retrouve des endroits où les précipitations sont moyennes, et surtout où elles varient de façon saisonnière. Donc ce sont ces données et ces variations saisonnières qui définissent les principaux climats. Cela varie du climat équatorial, où il pleut énormément toute l'année, où il fait chaud toute l'année, jusqu'aux climats les plus contrastés, qui sont les climats de type continental, avec une pluviométrie qui peut être variable, mais surtout des variations saisonnières, à la fois de pluviométrie et de température. Alors quels sont les facteurs du changement du climat? Je cite les éruptions volcaniques, alors ça fait un peu sourire aujourd'hui. C'est vrai que ce facteur est moins important dorénavant, mais aux périodes excessivement anciennes, l'activité volcanique a joué un rôle primordial sur l'installation des climats, sur la pérennité et la disparition des espèces animales et végétales. J'ai cité tout à l'heure la problématique de la couche d'ozone. Donc j'ai expliqué qu'elle était affaiblie, que cela engendrait une augmentation des températures. Qu'est-ce qui cause cet affaiblissement de la couche d'ozone? Eh bien, c'est essentiellement l'industrie du froid, les bombes à aérosols, nos climatiseurs, ainsi que l'industrie électronique. Autre problème déjà évoqué, la problématique de l'effet de serre. Donc c'est essentiellement l'augmentation du CO2. Qu'est-ce qui cause l'augmentation du CO2? C'est principalement la combustion de l'énergie fossile que nous utilisons dans nos voitures et dans les centrales électriques à combustion. A contrario, l'importance des végétaux est nette ici, puisque ce sont les végétaux qui sont les principaux consommateurs de ce CO2. Et donc malheureusement, la déforestation, c'est un des facteurs qui concourt à l'augmentation de l'effet de serre. Alors à quoi faut-il s'attendre en termes de changement climatique? Je suis désolé de vous brosser un portrait qui n'est pas très agréable. Donc un réchauffement, augmentation des températures moyennes de l'ordre de 1,7 à 1,8 à l'horizon 2050. Cette augmentation des températures sera plus importante au niveau des terres émergées
et aux latitudes septentrionales, c'est-à-dire au nord. Et elle sera moins importante au niveau des océans de l'hémisphère sud, ainsi que dans l'Atlantique Nord. On devrait aussi observer des vagues de chaleur plus intenses et plus longues, et des épisodes froids moins nombreux. Les précipitations moyennes en augmentation sous les climats intratropicaux et en baisse dans les régions tropicales. C'est malheureux, mais là où il pleut déjà beaucoup, il devrait pleuvoir plus. Et là où il ne pleut pas assez, il risque de pleuvoir de moins en moins. L'intensité des précipitations, c'est-à-dire la force, le volume des précipitations, devrait augmenter partout, avec pour conséquence une aggravation, par exemple, des phénomènes d'érosion. Devrait augmenter également l'intensité des périodes sèches estivales en climat tempéré, c'est-à-dire par exemple en Europe. Et puis une diminution de la couverture de neige et de glace, ce qui a un effet boule de neige, si j'ose dire, parce que la disparition de la couche de neige et de glace, sous l'effet des rayons solaires, va entraîner un réchauffement supplémentaire de la Terre. La neige, la glace renvoie l'énergie, alors que le sol nu l'absorbe beaucoup plus facilement. Et puis, in fine, probablement une augmentation du niveau des océans, peut-être de l'ordre de 20 à 30 cm à la fin du XXIe siècle. Pour terminer le chapitre consacré au développement durable, alors je vais définir le développement durable de façon assez triviale. Le développement durable, ça revient à essayer de ralentir et de limiter le plus possible les problématiques que je viens d'évoquer, tout en continuant à donner satisfaction à une population mondiale qui ne va pas cesser d'augmenter et qui ne va pas cesser d'être de plus en plus exigeante en termes de qualité de vie, par exemple. Alors, les principaux points d'achoppement pour le développement durable, il s'agit d'économiser l'énergie non renouvelable, de privilégier donc les énergies renouvelables et non polluantes, économiser l'eau, une problématique que vous connaissez bien ici, minimiser aussi les pollutions, gérer les déchets. Je n'insiste pas beaucoup sur ces volets. Il vous suffit de prendre le programme de Crocologie et vous avez déjà un sacré catalogue de solutions de développement durable. Pour terminer, je vais un petit peu parler de mes plantes préférées, ou en tout cas de celles qui ont constitué le fond de mon activité professionnelle pendant une trentaine d'années. Donc, elle s'insère dans cette problématique de développement durable par le fait d'utiliser des espèces végétales économes en eau, tolérantes à la sécheresse. Et quoi de plus marquant que les plantes succulentes, qui sont des plantes adaptées à la sécheresse, qui stockent des réserves d'eau. Alors c'est pas à vous que je vais présenter l'intérêt de la plante qui est ici en photographie, photo qui d'ailleurs est prise non loin d'ici, je crois dans la région de Tiznit, si je me souviens bien. Le figuier de Barbarie, Opuntia ficus indica, c'est une plante extrêmement résistante à la sécheresse. Elle est originaire du continent américain, mais vous la connaissez depuis toujours. Je crois qu'elle a été introduite en Afrique du Nord dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une plante qui permet à la fois de produire des fruits, de servir à l'alimentation humaine, à l'alimentation du bétail. Elle fixe les sols, elle lutte contre l'aggravation de l'érosion. Et puis aujourd'hui, c'est une plante qui est très valorisée parce qu'on ne se contente plus de consommer ces fruits, mais elles sont cultivées pour récupérer les graines et pour en faire une huile qui est un produit avec une très forte valeur ajoutée. Voilà, je voulais citer aussi un autre cactus
qui s'appelle Hylocereus undatus. C'est un cactus originaire d'Amérique centrale. La première photo ici est prise au jardin exotique de Monaco. Elle possède des fruits de très grande taille, avec une pulpe excessivement abondante, des graines petites, ce qui est un avantage par rapport aux fruits de figuier de Barbarie, et une saveur qui est, à mon avis, bien supérieure à celle du figuier de Barbarie, un goût qui ressemble un petit peu à du kiwi. Alors cette plante commence à être commercialisée en grande quantité. On la trouve dans la grande distribution, en tout cas dans nos régions méditerranéennes. Et elle fait l'objet dans nombre de pays à climat sec d'une culture en de véritables vergers. Voilà, la photo que je vous présente a été prise, je crois, en Australie. Mais cette Hylocereus, peut-être plus connu, le nom de ces fruits, c'est fruits du dragon ou pitaya. Cette plante donc est cultivée en de véritables vergers, à la fois donc en Australie, un petit peu en Égypte, en Afrique du Sud, au Mexique, enfin dans beaucoup de régions où il fait assez sec. C'est peut-être une future plante vedette à ranger à côté des figuiers de Barbarie. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir et je vous remercie pour votre attention.